Guy Debord, qui est au programme de ce soir, a incontestablement incarné l'avant-garde de ce siècle. Visionnaire, pour ne pas dire prophétique, les textes de Debord sont d'une actualité stupéfiante. Une citation de la Société du spectacle suffit à s'en convaincre lorsqu'il annonce que les traits principaux de la société moderne sont le renouvellement technologique incessant, la fusion économico-étatique, le secret généralisé, le faux sans réplique et un présent perpétuel. Réfractaire absolu, critique de tous les pouvoirs, subversif au sens le plus plein du terme, Guy Debord, et ça on le dit moins, est aussi derrière la figure de légende, un très grand écrivain et un artiste intransigeant. C'est ce que montre très bien le portrait que lui consacre ce soir Philippe Solers et Emmanuel Descombes, un portrait que je suis heureux de vous faire découvrir dans cette collection. C'en est le 242e. La vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Le travailleur ne se produit pas lui-même, il produit une puissance indépendante. Le succès de cette production, son abondance, revient vers le producteur comme abondance de la dépossession. Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels et les motivations efficientes d'un comportement hypnotique. À mesure que la nécessité se trouve socialement rêvée, le rêve devient nécessaire. Regardez ce jeune homme. Il aura été le dernier révolutionnaire français avant la grande normalisation en cours. Mais ce révolutionnaire aura été aussi un des plus grands écrivains de son époque. Ces deux qualités le désignent au malentendu permanent. Critique radicale de la société où nous sommes, affirmation jusqu'au bout d'une liberté sans compromission. Comme autre côté de la déficience de la vie historique générale, la vie individuelle n'a pas encore d'histoire. Ce vécu individuel de la vie quotidienne, séparé, reste sans langage, sans concept, sans accès critique à son propre passé, qui n'est consigné nulle part. Il ne se communique pas. Il est incompris et oublié au profit de la fausse mémoire spectaculaire du non mémorable. C'est ici, dans le courant du fleuve, c'est-à-dire du temps, que les cendres de Guy Debord ont été versées après son suicide. Paris était sa ville, celle dont l'histoire, désormais presque oubliée, se confond avec celle des esprits libres. Qu'est-ce qu'un garçon ayant 9 ans en 1940 ? Un sourire, jeté dans le bruit, la fureur,
la folie meurtrière du siècle. La crise de 1929 dévoile la rotation inhumaine de l'argent, la négation de toute dimension poétique. Le vieux monde craque de partout et exhibe son nouveau pouvoir. Debord, issu de la bourgeoisie ruinée, ne sera pas un écolier, sauf au sens de François Villon. Pas universitaire non plus, cela va sans dire. C'est la poésie qui l'attire. L'exemple héroïque des premiers temps du surréalisme, la figure d'André Breton, ce rêveur définitif à la morale intransigeante. Mais il y a aussi Arthur Cravant, réfractaire, boxeur et poète, et tout au fond, ne demandant qu'à ressurgir, la clarté sèche de Lautréamont. Il était une fois une mère, libre et belle. Elle a eu ce fils, qui ne rentrera jamais dans le rang. Pas de carrière sociale, pas de poursuite d'argent servile, et désormais une seule passion, sa guerre contre l'autre guerre. Depuis les années 30, la contre-révolution est en marche. Elle s'affirme dans le stalinisme, le fascisme, le nazisme, s'affiche ouvertement dans la guerre d'Espagne, déferle sur l'Europe et le monde entier. Les bouchers de la répression sont à l'œuvre. La falsification de l'histoire aussi. J'ai passé mon temps dans quelques pays de l'Europe. Et c'est au milieu du siècle, quand j'avais 19 ans, que j'ai commencé à mener une vie pleinement indépendante. Et tout de suite, je me suis trouvé comme chez moi, dans la plus malfamée des compagnies. C'était à Paris, une ville qui était alors si belle que bien des gens ont préféré y être pauvres plutôt que riches n'importe où ailleurs. Qui pourrait, à présent qu'il n'en reste rien, comprendre cela, hormis ceux qui se souviennent de cette gloire? Qui d'autre pourrait savoir les fatigues et les plaisirs que nous avons connus dans ces lieux où tout est devenu si mauvais? Voici des images de l'après-guerre. Elles sont trompeuses. Personne n'a l'air de se douter de l'énorme catastrophe qui vient d'avoir lieu. Comme si la vie pouvait reprendre comme avant. Comme si le feu était englouti sous la cendre. Cependant, des réunions étranges ont lieu. Debord et d'autres boivent beaucoup. Leurs fréquentations n'ont rien de recommandable. C'est là, dans les rencontres, les amours et les discussions,
que le négatif, dit-il, tient sa cour. Paris, alors, dans les limites de ses 20 arrondissements, ne dormait jamais tout entier et permettait à la débauche de changer 3 fois de quartier dans chaque nuit. C'est une grande chance que d'avoir été jeune dans cette ville quand, pour la dernière fois, elle a brillé d'un feu si intense. De nouveaux systèmes nerveux, oui, bien décidés à ne pas subir l'amnésie en cours. Pour nier la société, il faut, bien entendu, commencer par attaquer son langage. Je ne vis pas comme vous, je ne parle donc pas comme vous. Vos phrases sont pourries, c'est démontrable. Quelques individus décidés lancent une contre-attaque. On désarticulera le décor ambiant. Cinéma sans images, cris, écran noir, public furieux, scandale. La société s'organise de plus en plus comme un mauvais rêve. Ses habitants ressemblent à des somnambules. Ils vont, ils viennent, travaillent, croient s'amuser, ne savent même plus qu'ils doivent mourir. Ils sont prêts à tout accepter de ce qu'on leur raconte pour mieux leur cacher la réalité. Cependant, le mouvement subversif s'organise. Des réunions secrètes se tiennent un peu partout en Europe, où Debord est présent, bien sûr, avec sa première femme, Michel Bernstein. L'internationale situationniste est fondée. Il y a un pacte physique de la révolte. On joue et on ne joue pas. L'humour noir est de rigueur. Debord est le centre de cette agitation vitale, avec l'un de ses plus fidèles amis, le peintre Jorn. L'esprit de division permanente de l'internationale fera sa force. On se groupe, on conjugue des énergies, on s'exclut, on ne se revoit jamais. D'autres sont capables d'orienter et de mesurer le cours de leur passé selon leur élévation dans une carrière.
l'acquisition de diverses sortes de biens, ou parfois l'accumulation d'ouvrages scientifiques ou esthétiques qui répondaient à une demande sociale. Ayant ignoré toute détermination de cette sorte, je ne revois dans le passage de ce temps désordonné que les éléments qui l'ont effectivement constitué pour moi, ou bien les mots et les figures qui leur ressemblent. Ce sont des jours et des nuits, des villes et des vivants, et au fond de tout cela, une incessante guerre. L'Internationale situationniste, c'est aussi une revue dont l'effet va bien au-delà de son existence imprimée. Cette revue est vite célèbre, plus ou moins clandestinement. C'est là que Debord développe sa pensée, son écriture et son style de vie. Situation construite, moment de la vie, concrètement et délibérément construit par l'organisation collective d'une ambiance unitaire et d'un jeu d'événements. Dérive, mode de comportement expérimental lié aux conditions de la société urbaine, technique du passage hâtif à travers des ambiances variées, se dit aussi plus particulièrement pour désigner la durée d'un exercice continu de cette expérience. C'était le labyrinthe le mieux fait pour retenir les voyageurs. Ceux qui s'y arrêtèrent 2 jours n'en repartirent plus, du moins pas tant qu'il exista. Mais la plupart y ont vu venir d'abord la fin de leurs années peu nombreuses. Personne ne quittait ces quelques rues et ces quelques tables où le point culminant du temps avait été découvert. Comment ne me serais-je pas souvenu des charmants voyous et des filles orgueilleuses avec qui j'ai habité ces bas-fonds, lorsque plus tard, j'ai entendu une chanson que chantent les prisonniers en Italie. Tout le temps avait passé comme nos nuits d'alors, sans renoncer à rien. Dans la rue Filangière, il y a une cloche. À chaque fois qu'elle sonne, c'est une condamnation. La plus belle jeunesse meurt en prison. Plus la vérité défendue par Debord s'approfondit, plus les résistances augmentent. Personne n'est plus ennemi qu'un ancien ami. Il souhaite votre mort, c'est logique. Tant pis pour lui. Les avant-gardes n'ont qu'un temps. Et ce qui peut leur arriver de plus heureux, c'est au plein sens du terme d'avoir fait leur temps. Après elles, s'engagent des opérations sur un plus vaste théâtre. On n'en a que trop vu de ces troupes d'élite qui, après avoir accompli quelques vaillants exploits, sont encore là pour défiler avec leurs décorations et puis se retournent contre la cause qu'elles avaient défendue. Il n'y a rien à craindre de semblable de celle dont l'attaque a été menée jusqu'au terme de la dissolution.
Le livre fondamental de Debord, La Société du spectacle, paraît en 1967. L'auteur, qui a alors 36 ans, dira de lui modestement en 1992 « Les troubles de 68 l'ont fait connaître ». On ne saurait mieux définir un vrai livre dans l'océan inutile des publications. Sous les modes apparentes qui s'annulent et se recomposent à la surface futile du temps pseudo-cyclique contemplé, le grand style de l'époque est toujours dans ce qui est orienté par la nécessité évidente et secrète de la Révolution. Le grand style, souligné, de l'époque est toujours dans ce qui est orienté par la nécessité évidente et secrète de la Révolution. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Les flics tombent morts au coin des rues, nos petites filles deviennent des reines. Il est 5 heures, Paris, c'est vrai. Quand le prolétariat découvre que sa propre force extériorisée concourt au renforcement permanent de la société capitaliste, non plus seulement sous la forme de son travail, mais aussi sous la forme des syndicats, des partis ou de la puissance étatique qu'il avait constituée pour s'émanciper, il découvre aussi par l'expérience historique concrète qu'il est la classe totalement ennemie de toute extériorisation figée et de toute spécialisation du pouvoir. Il porte la révolution qui ne peut rien laisser à l'extérieur d'elle-même, l'exigence de la domination permanente du présent sur le passé et la critique totale de la séparation. Et c'est cela dont il doit trouver la forme adéquate dans l'action. Aucune amélioration quantitative de sa misère, aucune illusion d'intégration hiérarchique ne sont un remède durable à son insatisfaction. Jamais sur l'estrade, toujours anonyme, ce personnage-là au cœur de l'émeute, c'est bien Guy Debord, traceur de lignes, en première ligne.
La Société du spectacle est ce livre français, traduit dans toutes les langues, comme la Révolution elle-même. Attaquée par surprise, la Société du spectacle saura réagir. Elle mettra un certain temps à conjurer un spectre qui lui a fait si peur. Mais enfin, elle y parviendra. Et, comme la logique le voulait, elle ira se célébrer elle-même au Panthéon, là où Lautréamont voyait le temple des grandes têtes molles. L'ordre est rétabli dans l'euphorie. On a vu assez vite pour quelle comédie.